navigue sur le bleu, sous le ciel si pur, arrafant les vagues, douce aventure. Catamaran brillant, soleil et vent frais, les barmains appellent, évasion sans fin. Oh, avant, sur la mer azur. Allez, salut les amis, ce matin on va se faire regarder un petit peu sur la carte météo et puis sur les cartes un petit peu la route pour le transat qu'on a à faire, combien de temps ça va nous prendre et comment on choisit un petit peu notre créneau météo. Donc bon, j'ai sorti l'iPad et la carte et on regarde ça ensemble. Alors si on regarde sur la carte à peu près la route qu'on va faire, nous actuellement on est ici dans l'archipel du Cap-Vert et on va aller donc ici à la Barbade. Donc si je prends les parallèles qui sont ici, là j'ai mon 15 de latitude nord, donc qui vient ici. Nous on est actuellement à São Vicente, on est ici donc 15, 16, 17, donc on est à 17 de latitude nord. On va prendre donc une route qui va être, au lieu de descendre ici, à peu près similaire. On va descendre là le long et on va venir rejoindre ici la Barbade. La Barbade qui est donc là, j'ai mon 10 de latitude nord, 11, 12, 13. Ce qui veut dire qu'on a une descente de 4 degrés en latitude sur la route. Donc on va faire grosso modo pratiquement tout le temps une route qui va être plein ouest. Donc et ici si je vérifie, donc elle me dit bien que voilà, on est à 16,53, donc on est bien à 17 de latitude. Et ici Barbados, l'arrivée qui est là, c'est pareil. 13,5, donc c'est bien 13. Donc c'est une navigation qui va nous durer à peu près 2000, 32 000 sur le total de la navigation. Maintenant il faut se dire que dans la théorie absolue on voudrait faire une route alors ou oxodromique ou loxodromique. Pour ceux qui ne font pas la différence des deux, c'est des routes où on coupe tous les parallèles sous le même angle. Mais ça reste très théorique, parce qu'il faut savoir que sur cette descente-là, avec le bateau, je ne vais pas être capable de suivre une ligne droite. Ce qui va se passer, c'est que on va partir, on va tirer des bords dans un sens, puis dans l'autre, 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 puis on va arriver. Ce qui veut dire que cette route qui fait 2000-30 000 aujourd'hui, je l'estime, on va perdre au moins 10%. Peut-être moins, mais on va faire à peu près 2100 000. Donc c'est là-dessus qu'on va calculer notre route et la météorologie pour partir. Alors nous voilà sur la carte. Ça c'est la météo du jour aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, c'est assez orange. Donc nous on est du côté du Cap-Vert et on va à la Barbade ici. Donc si on centre à peu près la carte comme ceci, la première chose qu'il faut essayer de regarder, c'est la réalité du vent qui est annoncé avec le vent réel. Donc là, si on regarde aujourd'hui, vous allez dans les données du côté, vent observé, vous pouvez mettre donc les vents des aéroports, des bateaux qui sont en observation. Ça permet de regarder en temps réel. Alors, vous ne pouvez pas le faire dans 3 jours parce que le bateau, il va pas vous donner tout 3 jours. Mais là, actuellement, si vous regardez ici, ce qui est annoncé, est-ce que donc on annonce 18 nœuds de météo, le fichier, ce qui a été pris en temps réel, c'est pas du tout ça. On est sur une grosse différence. Là, c'est à peu près cohérent. Ici, vous voyez bien que ça correspond plus du tout. Et là, ça correspond encore moins. Ça veut dire que, attention, quand vous regardez la météo, dites-vous bien qu'en général, ce qui est annoncé, c'est pas du tout ce qu'il y a. Les météorologues, ils n'en ont rien à foutre des voliers. C'est des simulations faites par ordinateur.
et elles sont à des lustres. Regardez ici, ils annoncent 11 nœuds de vent alors que ça bastonne à mort. Donc si toi tu te dis je suis là, ça va être tranquille, ça va pas être le cas. Ce qui veut dire que sur des trajets comme ça, la chose la plus simple à faire, c'est de partir, on part pour 15 jours, donc c'est partir sur un fichier qu'on va maîtriser. S'il est plus fort, ça va pas être très, très grave, et s'il est moins fort, ça va être pas trop, trop grave non plus. Donc là, on avance. Ici, jeudi, on voit qu'on a du carton. Mercredi, c'est encore du carton. Jeudi, ça remonte grave. Donc, on ne peut pas se mettre là-dedans, parce que si je regarde un petit peu, ça, c'est le vent qui est annoncé en réel. Vous avez vu, ils sont en dessous. Si là-dessus, je me mets à regarder ce que vont être les rafales, voilà ce que ça donne. Donc, est-ce que j'ai vraiment envie de me retrouver dans du 34 nœuds en rafale pendant la transat de nuit avec des creux qui font... donc là, ils vont être annoncés. Dites-vous bien que si le vent est faux, les vagues sont fausses, hein. Donc il y aura plus de 3,70 m, il y aura 4,50 m aux fesses. Donc on n'a pas envie d'être là-dedans. Donc déjà jusqu'à samedi, c'est mort. Dimanche, voilà. Lundi, ça commence un petit peu à revenir sur des conditions à peu près pas trop mal. Mardi, on voit que la tendance a tendance à un petit peu baisser. Mercredi, donc le couloir tout doucement va redescendre ou se maintenir, voilà. Donc là, on commence à se dire, bon, jeudi, c'est pas mal, voilà. Il y a un peu, encore un peu d'orange au départ, mais et derrière, ça passe vert et ça passe. Vous voyez, il y a un trou sur la partie ouest. Avant qu'on arrive à ce trou-là, il faut bien dire qu'il y a 15 jours pour aller jusqu'à Barbados, 16 jours. Donc le trou, on a une semaine avant de l'atteindre. Et on voit bien que sur la partie basse de la ligne droite, le vent a l'air correct. Donc là, on a un départ possible à partir de jeudi. Il faut se dire que si la météo se confirme, eh bien on va pouvoir programmer un départ jeudi dans la journée. Donc jeudi dans la journée, jeudi prochain, ce serait le 6. Donc 15 jours de plus, première semaine le 13, deuxième semaine le 20. Donc 20 février, ça nous ferait 15 jours de transat. On va compter 17 parce que ce ne sera pas des conditions super fortes, et puis on va faire des zigzags. Alors on va essayer de planifier une transat sur 5 de moyenne, donc on a dit 2100 000. Si je les divise par 5, on obtient 420 heures de navigation. 420 heures de navigation que divise 24 heures, ça nous donne 17 jours et demi. Donc ça c'est du 5, et si je fais 2100 000 que divise 5.5, on est à 380 heures, et que divise 24, on est à 15 jours 90. Donc entre 16 et 17 jours, c'est ce que devrait nous prendre la transat si on tourne entre 5 et 5,5. Et si on tourne à 6, là ça change la donne, puisque là on passe à 350 heures, et là que divise 24, ça fait 14 jours 58, donc ça fait moins de 15 jours de transat. Donc entre 15 et 17 jours de transat, donc il faut prévoir cette quantité-là en eau et en nourriture, donc plutôt 18-19 si pour une raison quelconque on traîne, on a un souci, on casse quelque chose. Sur la dernière navigation, comme je vous ai montré, ou je vais vous montrer, j'ai mis... Bon, petite arrivée sur Mindelo. Donc là on est sur un bord au 120, 130, la mer dans les fesses, ça avance bien. Quand même de la houle, hein. Quand même de la houle. Alors on a un petit souci, il y a quelqu'un qui a oublié de fermer la douchette arrière qui se trouve dans la marche, et le tuyau a pété. Et on vient de se retrouver avec 200 litres d'eau
ou 250 litres d'eau dans la cale moteur qu'on a épongé. Malheureusement pour moi, quand je démarre le moteur, j'ai mon voyant d'alternateur qui s'arrête pas, donc pas bon. Dans le fond, j'ai la pompe du dessal, j'ai la pompe d'eau de mer pour le rinçage de douche arrière. Bref, belle performance, celui qui n'a pas fermé la douchette. Chers équipiers qui ont oublié de fermer la douchette arrière de marche, qui est dans la marche tribord. En nave, pour une raison quelconque, je ne sais pas, la douchette a pété. On s'est retrouvé avec 250 litres de flotte dans la cale moteur tribord. Alors, chance pour nous, on n'a pas, on a submergé la pompe du dessal, on a submergé la pompe d'eau de mer que je me sers pour rincer le pont. On a le joint Cell Drive qui nous a donné une alarme moteur pour dire attention, il y a de l'eau qui remonte par le joint. C'est une alarme qui vous dit que l'eau de mer est en train de rentrer dans votre cale moteur. Au final, on n'a rien qui est esquinté et tout marche. Mais si on prend l'hypothèse où on aurait été en transat et on crame la pompe du dessal, ça voulait dire qu'on avait 250 litres d'eau qui avait disparu en une heure de temps que personne ne s'en rend compte, et on n'a plus de dessal pour faire de l'eau. Et donc là, on serait retrouvé avec un seul réservoir, pour peu que ce soit le réservoir dans lequel, enfin, soit pas été le réservoir dans lequel on tape, pour finir la transat, faire la bouffe, boire, se doucher, etc. Bon, ça y est, on passe en mode alerte absolue, et ça commence à devenir une transat qui n'est pas rigolote, parce qu'on est en train de sauver de l'eau, pas pouvoir se doucher, faire attention à ce qu'on fait pour la bouffe, la vaisselle, etc. Donc, moi, je pars toujours avec la quantité d'eau à boire en bouteille de 5 litres à bord. Donc, je prévois 2 litres par jour et par personne. Et on a à bord donc des bouteilles de 8 litres. Et j'en prends, donc là, on prévoit 15 jours, 17 jours. Donc, 17 jours, on est 7 à bord. Donc, ça fait 119. Et c'est 2 litres par jour. Donc, il faut que j'amène 238 litres de flotte en bouteille. Donc là, on a 250 litres de flotte en bouteille qui sont prêtes, qui sont dans la pointe avant. Alors oui, c'est du poids sur les pointes avant et on ne veut pas avoir du poids sur les pointes avant, mais c'est de la sécurité absolue. Ça peut être un réservoir qui se met à fuir, on ne s'en rend pas compte, on vide 150 litres de flotte dans les fonds, on n'a plus la flotte. Ça peut être un dessal qui arrête de marcher, on comptait dessus, on n'a pas fait attention, on n'a plus de dessal. Ça peut être plein de raisons. Donc ça, c'est une des raisons. Franchement, si vous partez en transat, assurez-vous que côté flotte, vous n'aurez pas de soucis. Deuxième chose sur laquelle il faut vous assurer, moi c'est voilà, j'ai 3-4 priorités. La deuxième, c'est le gaz, puisque faire du riz ou des pâtes à l'eau froide, ça marche pas. Donc assurez-vous que vous avez la quantité de gaz, que vous avez bien vos bouteilles, qu'elles sont bien chargées, que vous en avez assez pour aller jusqu'au bout. Nous, dans notre cas, j'ai à bord, donc on a un générateur de 13 kg, j'ai une plaque électrique qui pourrait servir en backup si vraiment on n'avait plus de gaz. Donc ça, c'est ma deuxième sécurité. Donc j'ai la bouffe, j'ai l'eau. Donc là, pour un moment donné, on peut tenir au milieu de la mare. La bouffe, j'en ai pris pour un mois. De l'eau, on en a pour plus que ce qu'on a pour 30 jours au moins. Donc on est tranquille. Et après, ce qui peut vous faire défaut, c'est une panne d'élec. Là, tu perds l'élec au milieu de la mare. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui prend un point GPS, qui navigue avec une carte papier, et tout le monde navigue avec de l'électronique. Donc là, tu perds ton électronique si tu perds l'élec, et attention, pas bien. Donc, ayez, je ne saurais que trop vous conseiller, ou des powerbanks chargés pour vos téléphones, ou un petit panneau solaire spécial téléphone qui fait que au pire, vous avez le navionique de votre téléphone ou celui de votre
À bord, tout le monde a un téléphone et tout le monde a une tablette. Donc vous avez au moins Navionics téléchargé sur la tablette. Même si vous n'avez pas les cartes dedans, ça vous donne votre cap, ça vous donne grosso modo où est l'île d'arrivée. À partir du moment où vous avez un petit truc en solaire qui vous permet de le charger et que ça c'est gardé précieusement et qu'on s'assure avant de partir que ça tient, vous savez que jusqu'à la fin vous aurez au moins ça qui va vous dire où, dans quelle direction, enfin, quel est votre cap général, mais surtout quel est votre cap général par rapport à l'île à laquelle vous voulez arriver. Parce que le cap vous l'avez au compas, c'est pas un problème, mais là ça vous dit plus ou moins si vous êtes sur le cap qu'il faut. Si vous n'avez pas de sextant et que vous n'avez pas fait de relèvement et que vous voulez faire ça qu'à l'estime parce que vous avez perdu l'électricité, ça peut être évident. Donc ça c'est le troisième backup. À partir du moment où vous avez ces trois backups là, le pilote qui pète, machin, etc. On barre, on trouve des solutions, machin. Mais voilà, à partir du moment où on a de quoi boire, de quoi manger, donc de faire la cuisine, et qu'on a quelque chose qui nous dit, donc on a un relevé avec un point GPS, puisque là sur votre iPad, vous avez vu, sur votre téléphone, vous pouvez prendre le point GPS du jour, qui vous dit que vous êtes là et que vous allez dans telle direction. Normalement, le reste, voilà. Tout le reste, c'est du confort qu'il faut avoir. Si vous avez Starlink à bord, vous pouvez regarder la météo pendant la nave et avoir l'évolution. Si vous avez d'autres choses, c'est bien aussi. Quelqu'un à terre qui vous fait la météo, etc. Mais voilà, pour moi, les trois sécurités sont celles-là. Et, encore une fois, enfin, faites ce que vous voulez, mais la réglementation n'autorise pas de faire des traversées en solitaire. Hein. Je vous rappelle qu'il faut avoir une dérogation de course pour partir en solitaire. Partez pas à deux avec votre compagne, vous allez vous écorcher de sommeil, de manque de sommeil, et vous allez vous croiser et ça devient dur et long. Partez avec des équipiers, nous là on est 7. Moi, ma femme divine, c'est pas une grande voleuse, elle aime le voyage. Je vais te dire, attention, il y en a qui vont dire oui, Stéphane, dis pas ça, machin, etc. Mais bon, vous connaissez mon franc-parler. Ma femme, ce qui l'intéresse à bord du bateau, c'est pêcher. Elle adore pêcher les poissons à l'arrière du bateau. Et c'est les mouillages. Hein. Elle, aller de A à B, ça ne l'intéresse absolument pas. Je pense comme pas mal de compagnes, etc. Donc elle fait l'écart avec moi, elle m'aide au manœuvre, etc. Mais c'est pas son kiff absolu. Donc voilà. Mais finalement, là, on a des équipiers qui, eux, ont envie de naviguer. Donc avec moi, ça fait 6, donc ma compagne fait l'écart avec moi, donc on tourne à 6. 6 sur des quarts de 2 heures, ça fait 12 heures, ça veut dire qu'on fait la nuit. Tu fais ta nuit, tu n'as que 2 heures de veille à faire. C'est hyper facile. Si jamais tu as un problème de pilote, chacun peut barrer 2 heures. C'est hyper facile. Donc oui, il faut prendre plus d'eau, oui, il faut prendre plus de bouffe, oui, il faut gérer du monde à bord. Mais c'est quand même quelque chose qui est hyper sympa en navigation. Donc je vous conseille de prendre un petit peu de monde quand vous partez sur des choses comme ça. Et donc ma conclusion pour ceux qui n'ont pas encore fait la transat et qui veulent la faire, même si on a tous un bon ego et qu'on veut aller vite et qu'on a envie que le bateau marche et qu'on a envie de pouvoir dire à ses potes et machin, ouais j'ai fait 7 de moyenne pendant la transat, etc. C'est pas ce que je vous recommande. Moi, je vous recommande de prendre un créneau qui est tranquille, où vous êtes avec du monde à bord, où vous avez pris ce qu'il fallait en eau et en électricité, et en bouffe, et que vous avez des équipiers qui vont bien, parce que si vous faites une transat par un petit temps et que vous mettez 17 jours, mais c'est que c'est 17 jours de balade, où l'après-midi on est dehors, il fait beau, ça bastonne pas 28 nœuds dans les fesses et il y a 4 mètres de creux, mais c'est d'une petite houle tranquille et que ça arrive, votre compagne, la transat, ça va lui plaire. Elle va avoir pris son pied comme tout le monde. Alors toi un peu moins parce que voilà, t'as pas fait marcher le bateau et que c'était pas machin. Mais quelque part, j'ai envie de te dire, si t'amènes ta femme, c'est pour lui faire plaisir. Hein, donc faut ranger un petit peu son ego dans sa poche et se dire voilà, j'ai envie qu'elle profite de ce voyage-là au maximum et que ça se passe bien et qu'elle a envie de continuer à refaire des naves, etc. D'où hop, la vidéo que vous allez avoir, enfin que vous avez vue sur les bateaux très performants, etc. Plus on a des bateaux performants, plus il faut les surveiller comme les sur le feu, plus on est tendu, plus machin, bon, la madame prendre plaisir. Donc ça c'est pareil, je pense qu'il y a une différence entre se dire je vais naviguer perso et je vais faire marcher mon bateau et je vais envoyer du lourd, et se dire je pars tranquille et on veut, voilà.
voyager, caboter et se faire plaisir. Il y a des moments où on n'a pas le choix entre les îles où il faut avancer, il faut mettre, voilà, faut passer, il y a un créneau, il faut le prendre. Mais là, quand vous partez sur 15 jours ou une transpasse, donc que ce soit Panama, Polynésie, vous prenez après l'autre partie, Polynésie, pour aller vers la Nouvelle-Calédonie, prenez des créneaux où ça se passe bien, prenez du monde à bord, faites-vous ça à la cool. Pêchez, ayez des poissons, écoutez de la musique, faites-vous plaisir. Voilà, j'espère que ce petit point météo vous aura aidé et vous vous rendez bien compte que moi, ma première transat, on est parti dans Force 8, j'avais un ketch en acier 44 pieds qui pesait 18 tonnes, il fallait du vent pour qu'il avance et machin. Là, on est sur un bateau qui avance, tu as 5 nœuds sur ce bateau, il les fait tout le temps, il n'y a pas besoin de me tirer dans la gueule ni quoi que ce soit. Je vois pas pourquoi je vais essayer de me battre à faire 7 alors que je peux très bien naviguer tranquillement. Par contre, je ne prendrai pas des riz la nuit, parce que comme le créneau il est tranquille, j'ai pas besoin de faire ça. Donc finalement, à ne pas prendre des riz la nuit, je vais aussi vite que ceux qui ont des bateaux plus performants et qui prennent des riz toutes les nuits, quoi. Parce que les mecs ils font 6 ou 7 la journée, et puis la nuit ils tombent à 5 parce qu'ils ont pris des riz, et nous on va faire peut-être 6 de moyenne, et au final on aura fait la même vitesse. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aidera pour la suite, les amis. Et je pense que c'est la dernière avant les images de la transat.